Bon, il est 18 h. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par l'Académie de l'air et de l'espace. Je dois introduire 3 sujets. D'abord, le sujet lui-même, le présentateur, et surtout vous rappeler que dans un mois, c'est-à-dire le 26 avril, on organise une nouvelle conférence pour l'espace. Ce coup-ci, on quitte l'air pour aller dans l'espace, dont le titre est « Climat, l'espace relève le défi », qui sera présenté par Philippe Escudier du CNES. Bon, revenons à la séance d'aujourd'hui. Le titre est alléchant, les pionniers, on les aime. Turboméca n'est pas loin. C'est un motoriste. Alors ici à Toulouse, on est plutôt avionneur, mais vous savez que c'est dur de faire des avions sans moteur, donc il est bienvenu. C'est surtout un peu l'histoire du monsieur qu'on voit en bas, Joseph Siblowski, dit Jojo la turbine. Et je voudrais évoquer, en même temps que Jojo la turbine, un autre Jojo, Jojo le CZ, à savoir Joseph Sassenheim, qui était lui aérodynamicien et qui a aussi bien œuvré chez Breguet Aviation il y a pas mal de temps, en étant responsable de l'Atlantique, Breguet 941 et du Jaguar. Donc, le présentateur d'aujourd'hui sur ce sujet, c'est Charles Claveau. C'est presque un Toulousain puisqu'il a fait ses études à l'ENSICA, dont il est sorti en 1975. Il est rentré, puis il n'en est pas sorti, chez Turboméca en 1976, et il a quitté la maison après 40 ans de bons services, il y a quelques mois, puisqu'il est parti à la retraite. Donc je vais lui laisser la parole, en vous rappelant donc que dans un mois, le 26 avril, on aura une autre conférence sur l'espace cette fois-ci. À vous, Charles. Bien, merci. Écoutez, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit, je suis un tout jeune retraité, puisque ça fait depuis 2 mois, même pas 2 mois, que je suis en retraite. J'ai fait 40 ans chez Turbo, ça fait un bail quand même. J'ai fait 20 ans à la direction technique, 10 ans au programme, et puis 10 ans de stratégie. Voilà. Et puis, en dehors de Turbo, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'aéronautique française, et en particulier des motoristes. Et de ce point de vue-là, je dirais que Turboméca, c'est un rêve d'historien. Parce qu'on a énormément, vous allez voir, d'archives historiques de toute époque, de toute nature. Et c'est vrai que c'est un vrai régal de travailler sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que Turboméca aujourd'hui? C'est vrai que c'est un motoriste qui n'est pas forcément très connu. On ne fait pas beaucoup de publicité. Donc aujourd'hui, Turboméca est une société du groupe Safran, qui est spécialisée dans les turbines aéronautiques de petite et moyenne puissance. C'est-à-dire, très schématiquement, des moteurs qui vont de 500 à 3500 chevaux. L'effectif de la société est aujourd'hui de 6400 personnes. C'est une grosse entreprise, sans être un monstre. 1500 de ces personnes travaillent dans 16 sites à l'étranger. On fait un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros. Et puis, évidemment, les 3/4, voire 80% de ce chiffre d'affaires est fait à l'exportation. Voilà. Alors aujourd'hui, en 2016, la grande spécialité de Turboméca, c'est le moteur d'hélicoptère, qui représente 90% de l'activité de la société. Turboméca est le seul motoriste au monde à vivre du seul moteur d'hélicoptère. Et il en est le leader mondial. Je vous dirais que ça va avec. Si on veut vivre du moteur d'hélicoptère et si on n'est pas leader mondial, c'est un peu compliqué, vu les volumes que ça représente. Alors aujourd'hui, Turbo vend des turbines d'hélicoptères à tous les grands hélicoptéristes du monde, bien sûr Airbus Hélicoptère, mais aussi ce qui s'appelle maintenant Finmecca Hélicoptère, bientôt Leonardo Hélicoptère, je pense, Sikorsky, Bell, HAL en Inde, Avicoptère en Chine, et puis Russian Hélicoptère en Russie. Et je dois avouer que les moteurs turbo sont présents dans quasiment tous les pays du monde. Je ne sais même pas s'il y a un pays où il n'y a pas un moteur Turboméca. Alors, comment est-ce que Turboméca a réussi à atteindre cette position? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Voilà. En fait, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Turboméca. Et pour ce faire, pour simplifier, parce que c'est une histoire de bientôt 80 ans, dans des tas de domaines, c'est absolument phénoménal comme historique, j'ai divisé l'histoire de Turbo en 4 grands épisodes qui tous permettent finalement de tirer des conclusions sur les origines de cette réussite.
Alors le premier épisode, évidemment, eh bien, c'est la fondation de Turboméca. Alors Turboméca est fondée en 1938 par deux hommes, deux ingénieurs, à droite un Français, André Plagnol, à gauche un Polonais, Józef Szydowski. Alors Szydowski est né en Pologne en 1896. Il est né russe. Après la Première Guerre mondiale, il va travailler en Allemagne comme inventeur et ingénieur conseil. C'est le titre qu'il s'était donné. Et à partir de 1922, il va concentrer son activité sur la motorisation aéronautique. Et à cette époque, et plus précisément sur les moteurs diesel, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se sont faits dans l'entre-deux-guerres sur les moteurs diesel. D'une part en raison du niveau de consommation de ce type de moteur, et puis aussi parce que ça utilisait un carburant qui était difficilement inflammable, ce qui était un avantage à l'époque. Et donc Szydowski va travailler avec Juncker, un avionneur qui fabrique aussi des moteurs et qui s'est spécialisé dans le moteur diesel. Donc vous avez là quelques exemplaires des diesels Juncker. Alors Szydowski va déposer des brevets sur ce type de moteur, va faire quelques prototypes en Allemagne, et puis en 1927, il va venir en France pour chercher un compresseur adapté à ces diesels. Il visite à l'époque la société Rato, qui dans l'entre-deux-guerres était le grand spécialiste français du turbocompresseur. Il va visiter aussi une autre société qui s'appelle la SAMAC, pour Société Anonyme du Carburateur Cosette, qui était une société implantée en région parisienne, qui était spécialisée en carburateurs et compresseurs pour l'automobile. Et c'est là qu'il va faire la connaissance d'André Plagnol. J'ai du mal. Alors, Szydowski et Plagnol font le constat, en 1927-1928, que les compresseurs disponibles sur le marché ne font pas l'affaire. Ils estiment que ces compresseurs ne sont pas performants. Il faut dire qu'à l'époque, les rendements des compresseurs étaient aux environs de 45-48%. C'était pas terrible. Et donc, ils décident finalement d'attaquer le problème par eux-mêmes. Et c'est comme ça que va débuter une collaboration qui va durer 10 ans et qui va aboutir à la fondation de Turboméca. En parallèle de Plagnol, Szydowski va faire la connaissance d'un personnage capital dans l'histoire de Turboméca, le général Martino Lagarde. Alors Martino Lagarde est alors le chef de la section moteur du tout-puissant STAE. Et du coup, Martino Lagarde est au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la motorisation aéronautique. Forcément, c'est son job. Il a déjà visité plusieurs fois Juncker. Il connaît bien Plagnol. Et puis, bien sûr, en allant en Allemagne, il a entendu parler de Szydowski et de son moteur diesel. Et en 1930, les deux hommes, Martino Lagarde et Szydowski, vont se rencontrer à Dortmund. Et là, à partir de ce moment-là, Martino Lagarde va croire en Szydowski et va tout faire pour faciliter ses projets. Et les projets de Szydowski, à cette époque, vont se développer selon deux lignes parallèles. La première, évidemment, c'est le moteur diesel, puisque c'est pour ça que Martino Lagarde s'intéressait à Szydowski au départ. Et donc en 1930, le service technique va passer à Szydowski un marché, voilà, dont on a encore une copie, pour la construction d'un démonstrateur de moteur diesel refroidi à eau. Et ce démonstrateur doit être réalisé par la SAMAC. Et donc à partir de là, Szydowski et Plagnol vont rentrer en affaires très sérieusement. Les essais du démonstrateur ont lieu en 1931, au mois de mars, et puis ils sont réussis. Alors du coup, le service technique passe un second marché à Szydowski en 1932 pour un autre démonstrateur du même modèle, mais cette fois refroidi par eau. Et là aussi, ça marche. Le démonstrateur est réussi. Alors là, le service technique va décider de faire un exercice en vraie grandeur, c'est-à-dire non seulement de ne pas faire un démonstrateur, mais cette fois-ci de faire un véritable moteur. Et donc en 1933, Szydowski va recevoir un troisième marché, cette fois-ci pour un moteur complet de 500 chevaux, baptisé SH-18. C'est un diesel 2 temps en étoile, 18 cylindres. Alors cette fois-ci, évidemment, comme ce n'est plus un démonstrateur,
on ne peut pas faire appel à la SAMAC, qui est une société très petite. Et donc le service technique va demander à Schiedowski de travailler avec le motoriste Salmson, qui à l'époque fabriquait des moteurs d'avion et en même temps des automobiles, et qui était donc équipé pour fabriquer ce type de matériel. Alors le SH-18, dont vous avez la photo ici, est présenté à la commission de contrôle de l'État le 10 novembre 1934. Mais cette fois, ça ne se passe pas comme dans les livres, ça ne se passe pas comme les démonstrateurs. D'abord, il va falloir de nombreux essais pour mettre au point la thermique du moteur. Et finalement, le moteur ne peut entamer son essai de 50 heures d'endurance, d'homologation, que fin 1938, 2 ans plus tard. Et ça se passe mal. À la 49e heure d'endurance, le moteur casse, segment brisé. C'est l'échec et ce sera la fin du diesel Schiedowski. Pourquoi? Parce que c'est le concept même de son diesel qui était en cause. Alors, ça aurait pu être la fin de l'aventure Schiedowski. Mais heureusement, il y avait la deuxième ligne de travaux, celle avec Plagniol sur les compresseurs. Et ces travaux sur les compresseurs ont été extrêmement importants, tant sur le plan des études théoriques, aérodynamiques, pour lesquelles tous les éléments du compresseur, diffuseur, rouet, pales, etc., sont calculés et testés séparément, que mécaniques, pour la tenue des paliers ou des roulements. Des bancs spéciaux ont été construits à la SAMAC pour tester tous ces éléments technologiques. Et Schiedowski était connu à l'époque pour couvrir des feuilles et des feuilles et des feuilles de calculs et de chiffres. Et ces travaux vont payer. Schiedowski et Plagniol vont réussir à mettre au point des compresseurs avec des rendements entre 75 et 78%, alors qu'à l'époque, ça ne dépassait pas les 50% dans le reste du monde. Et ensuite, non seulement ils vont réussir à faire des compresseurs très performants, mais en plus, ils vont imaginer une manière tout à fait innovante d'adapter le compresseur au moteur. C'est ce qu'ils vont appeler le compresseur à circulation variable, dont ils vont déposer les brevets en 1936. Et ces 3 brevets sont à l'origine de la société Turboméca. En juillet 1937, Salmson va lancer en fabrication un compresseur, un démonstrateur du compresseur à circulation variable. Lancement qui sera officialisé au mois de septembre par la notification de ce marché du service technique. Début 1938, le compresseur est testé au banc compresseur. Ça, c'est une photo du banc compresseur de l'époque. Et ils sont suivis d'essais sur un moteur Hispano, un 12Y, fabriqué donc par Hispano-Suiza. Et les résultats sont absolument exceptionnels, tant en rapport de pression qu'en rendement. Grâce à ce compresseur, le moteur gagne énormément de chevaux, en altitude comme au décollage. C'est une immense réussite technique. Et du coup, cette fois, comme je dis, c'est la bonne. Le service technique est extrêmement intéressé et affiche son intention de commander le compresseur pour équiper les avions de combat qui commencent à sortir péniblement à l'époque, cette époque de réarmement. Et donc c'est comme ça que, face à ces perspectives encourageantes, on peut le dire, Schiedowski et Plagniol vont décider de fonder leur propre société. Et ce sera Turboméca, un nom qui a été trouvé par Plagniol. Alors l'assemblée constitutive de Turboméca se tient le 29 août 1938 à 16h45 précisément chez Maître Rivière, notaire à Paris. Le siège social de Turboméca est fixé au domicile de Schiedowski, rue de la Petite Arche à Paris. Le capital est de 100 000 francs, en 100 actions de 1 000 francs. Schiedowski et Plagniol en possèdent chacun 45. Et les commandes de série arrivent. Elles vont être honorées par Turboméca, qui à l'époque n'a pas d'outils industriels, en utilisant les moyens de Salmson, mais également par 2 industriels qui sont désignés par le service technique pour fabriquer les compresseurs. Le service technique ayant financé le développement du compresseur, il a les droits industriels sur ce concept
Et donc, il va demander à Ford Air et Hispano de fabriquer des compresseurs en parallèle de Salmson et de Turbomeca. Tout ça, évidemment, suppose qu'un jour, Turbomeca possède une usine. Donc, Plagniol se met à la recherche d'une usine en région parisienne. Et il va la trouver en septembre 1939 à Mézières-sur-Seine, et ils vont commencer à équiper cette usine. Cette usine, ils l'ont trouvée parce qu'elle appartenait à une société qui était en liquidation judiciaire, une société qui, à l'époque, faisait ce qu'on appelle du créosotage. Alors, le traitement à la créosote, c'est un traitement qui sert à protéger les bois des traverses de chemin de fer contre la corrosion et puis l'attaque des éléments naturels. Et donc, cette société était en redressement judiciaire et du coup, Plagniol peut acheter pour Turbomeca à ce moment-là l'usine. Et d'ailleurs, une augmentation de capital suit. Et cette fois-ci, cette augmentation de capital va donner la majorité du capital à Szyszkowski. Et c'est comme ça que Turbomeca a été lancé. Alors, on peut tirer 3 conclusions de cet épisode de Turbomeca. Premièrement, c'est une double innovation technique qui est à l'origine de la création de Turbomeca. Un compresseur à haut niveau de rendement et une manière nouvelle de l'adapter au moteur à piston. Deuxième conclusion, cette double innovation correspond à un besoin qui alors était vital pour les armées, augmenter les performances en altitude des avions de chasse. Parce qu'il est vrai qu'à l'époque, en l'entre-deux-guerres, la France était en retard par rapport aux autres nations européennes, en particulier l'Allemagne et l'Angleterre, pour la puissance et les performances des moteurs à piston aéronautiques. Et troisième conclusion, c'est que pour le démarrage Turbomeca, rien ne se serait fait s'il n'y a pas eu le soutien du service technique. Le soutien du STAE a été absolument décisif pour lancer Turbomeca. Le second épisode va voir Szyszkowski lancer Turbo dans les turbines à gaz. Mais d'abord, on va retourner un petit peu en 1939. Alors Turbomeca, Salmson, Ford Air et Hispano vont réussir à fabriquer les compresseurs commandés. Malheureusement, cet effort servira à rien puisque, on le sait, les armées françaises vont être défaites en un mois, en mai et juin 1940. Et devant l'avance allemande, le ministère de l'Air décide de déménager toute l'industrie aéronautique qui est dans la région parisienne, de l'évacuer le plus loin possible des troupes allemandes. Et c'est comme ça que Turbomeca va être envoyé dans le sud de la France, dans le sud-ouest, plus précisément à Saint-Pé-de-Bigorre, à quelques kilomètres de Lourdes. Saint-Pé est un tout petit village, à mi-chemin à peu près entre Pau et Lourdes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils sont allés envoyer Turbomeca dans ce bled? Parce que Saint-Pé, c'est un trou quand même. Hein. Coincé entre la montagne, le Gave. Eh bien, il y avait une raison qui n'était pas du tout idiote, c'est qu'à l'époque, Hispano-Suiza, qui était donc le fabricant du moteur qui recevait le compresseur, était installé à Tarbes, qui est quelques kilomètres à côté. Sans compter qu'à l'époque, la SNCAM, la Société nationale de construction aéronautique du Midi, était en train d'édifier à Tarbes, sur l'aéroport d'Aussin, une usine pour fabriquer les Dévoitines 520 qui recevaient les moteurs Hispano. Donc tout ça, ça avait une certaine cohérence industrielle. D'ailleurs, l'usine de Tarbes est devenue Morane-Saunier, et puis ensuite, c'était devenu l'usine de la Socata, qui maintenant, c'est derrière. Voilà, donc ce n'était pas complètement idiot d'envoyer Turbomeca à Saint-Pé-de-Bigorre. Et du coup, voilà 150 employés de Turbomeca avec les familles qui débarquent à Saint-Pé en juin 1940. Oui, mais bon, l'armistice va arriver, du coup tous les marchés vont être annulés et les 2/3 du personnel descendu va remonter en région parisienne pour tenter de trouver du travail. Et donc finalement, c'est une cinquantaine d'employés de Turbomeca qui vont rester à Saint-Pé-de-Bigorre, tenter de reprendre de l'activité aéronautique. Et dès la fin du mois de juin 1940, les activités vont effectivement reprendre. Mais difficilement, très difficilement. Il faut se rendre compte qu'on est dans une grande époque de pénurie. Ils ont déménagé. Eh bien, malgré toutes les difficultés qu'on imagine, ils vont réussir à Saint-Pé à reprendre la fabrication des compresseurs et leur réparation. Et cette réussite, c'est très clair, c'est avant tout à Szyszkowski qu'on la doit.
Chydowski, à l'époque, s'est démené, s'est acharné à faire tourner sa boutique. Il va récupérer des machines-outils, récupérer de la matière à droite, à gauche, et il va continuer à usiner des compresseurs. Alors d'autant plus, il doit se démener, Chydowski, qui va rapidement se trouver tout seul. Parce qu'en mars 1941, Plagniol va partir aux États-Unis, envoyé là-bas par le gouvernement français. Et puis, Plagniol, il va se plaire là-bas, et il va y rester. Il va être vice-président d'une société américaine qui s'appelle Stratos, qui maintenant est dans le groupe Fairchild, et qui va se lancer dans la fabrication de compresseurs pour les cabines d'avions pressurisées qui vont commencer à apparaître dans ces années-là. Et en 1955, Plagniol va décéder encore jeune aux États-Unis. Et donc finalement, c'est Chydowski qui va rester seul à diriger la boutique à partir de 1941. Et bien malgré les difficultés, comme je vous l'ai dit, Turmeka va continuer son existence et même va se développer. Mais ce développement a un corollaire, il faut de la place. Or, Saint-Pé, comme je vous l'ai expliqué, coincé entre le Gave et la montagne, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de terrain suffisamment grand pour implanter une usine. Et donc c'est comme ça que Chydowski va partir en quête d'un site plus propice au développement de ses activités. Et là, il va trouver une très belle propriété de 7 hectares, localisée à Bordes, près de Pau, à 15 km au sud de Pau, une propriété qui s'appelait à l'époque le domaine Longchamp. C'était une propriété agricole avec une très jolie villa, puis quelques dépendances, des granges. Et c'est comme ça qu'en août 1941, Turmeka achète le domaine Longchamp. Au mois d'octobre suivant, en octobre 1941, Turmeka va acheter un autre domaine de l'autre côté de la route nationale qui relie Pau à Lourdes, le domaine Mérillon, sur lequel ils vont implanter une cité ouvrière. Parce qu'à l'époque, le logement des ouvriers, des cadres, est un problème extrêmement important, surtout dans une région essentiellement rurale, comme l'était à l'époque le Béarn. Et donc, sitôt le terrain de Bordes acheté, Chydowski va construire son usine. Là, vous avez une vue de l'usine en 1942, après l'achèvement du premier atelier, le grand bâtiment à droite. En haut à gauche, vous avez la villa initiale et les dépendances, les granges, qui étaient là quand Chydowski a acheté le domaine. Voilà. Donc les dépendances de la villa sont aménagées pour recevoir le bureau d'études, les services administratifs. Un grand atelier donc, de 2000 m² est construit, et puis également un bâtiment un peu en dessous qui est un banc d'essai pour tester les compresseurs. Et en juin 1942, le déménagement est terminé. Alors, en parallèle de la construction de l'usine, Chydowski va embaucher. Turmeka va repartir. Et au 1er novembre 1942, c'est 300 personnes qui vont composer l'effectif. Et à l'époque, 300 personnes, c'est beaucoup dans la région. Turmeka était alors le premier employeur industriel de la région Pau-Naï. En 1942, malgré les incroyables difficultés du temps, Turmeka va réussir à produire près de 900 compresseurs. Mais on est en novembre 1942, les événements s'accélèrent. Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord va déclencher l'invasion de la zone libre par les Allemands. Le 11 novembre 1942, les troupes allemandes sont à Pau. Problème, Chydowski est un juif polonais. Et donc, il n'a pas le choix. Il va devoir s'exiler. Et c'est comme ça que Chydowski va partir en Suisse, vivre jusqu'à la libération de la région de Pau. Et pendant son absence, c'est le général Martineau Lagarde qui va être désigné par le gouvernement français pour piloter Turboméca. Évidemment, à l'arrivée des Allemands, ça change tout. Toutes les fabrications sont arrêtées. On ne fabrique plus de compresseurs. Les Allemands vont même s'emparer des machines-outils et les envoyer en Tchécoslovaquie. Le personnel est licencié petit à petit. Et Turmeka est transformé en garage de réparation pour les véhicules de la Wehrmacht. Et quand Chydowski va rentrer à Bordes en septembre 1944, après la libération de la région de Pau, eh bien, il va trouver une usine quasiment vide et moins de 50 employés. Mais il a dans sa poche 2 contrats pour produire 320 compresseurs destinés au nouveau moteur Hispano 12Z. Et là, Chydowski va se démener comme un beau diable dans tous les sens pour que Turmeka reprenne ses activités. Récupération des machines-outils, embauche, un combat absolument incroyable. Un exemple,
Les machines-outils qui avaient été récupérées par les Allemands dans l'usine de Mézières, qui avait été réquisitionnée par l'Allemagne quand l'invasion est arrivée, avaient été stockées à Paris, station Porte des Lilas, sur les quais de la station Porte des Lilas, parce que là, ils étaient au moins à l'abri des bombardements. Eh bien, Schiedowsky, en 1944, alors que les combats continuaient encore dans le nord et dans l'est de la France, va envoyer une équipe de 3 ou 4 personnes pour récupérer à tout prix ces machines-outils. Et ces gars-là vont réussir à convaincre, alors que tous les wagons sont mobilisés pour les armées, va réussir à convaincre la RATP de leur prêter des rames pour transporter les machines-outils des quais de la station des Lilas à la gare. Et là, réussir à trouver des wagons pour transbahuter 200 tonnes de matériel quand même, hein, de Paris jusqu'à la gare de Pau. Comme quoi, là, c'est chapeau. Parce que là, vraiment, ils se sont arrachés pour que la boutique reparte. Et ça va réussir. Ça, c'est l'atelier de Turboméca, le grand atelier remis en état, photographié en 1946. Mais si Schiedowsky a bien conscience à ce moment-là que la fabrication des compresseurs était indispensable pour faire vivre Turboméca, dans l'immédiat, Schiedowsky, au fond de lui, il a une autre idée. Durant son séjour forcé en Suisse, il a compris une chose. Il a compris l'incroyable potentiel que représente la propulsion à réaction apparue avec la guerre. Il a discuté en Suisse avec les Anglais. Il a vu les réalisations allemandes. Il a compris que l'avenir, il était là. D'autant plus qu'il a compris également que, comme quand même les performances d'une turbine, c'est très très lié au compresseur, c'est quand même, je dirais, presque l'élément essentiel et le plus compliqué, il avait une technologie de compresseur centrifuge très en avance. Et du coup, il commence à se dire, tiens, si j'utilise ma techno du compresseur, peut-être que j'ai une base pour faire d'excellentes turbines à gaz. Il rentre avec cette idée de Suisse. Mais à l'époque, on lui demande de fabriquer des compresseurs. On n'en est pas encore là. Et du coup, il multiplie les visites au ministère pour avoir du boulot, avoir des machines-outils, avoir de la matière. Et ça tombe bien, le gouvernement veut remettre sur pied une industrie aéronautique. Et dès janvier, et il y a des tas de projets dans tous les sens à l'époque en France. Et dès janvier 1945, il est envisagé de confier à Turboméca une étude de turboréacteur. Déjà à l'époque, il avait réussi à convaincre ses interlocuteurs ministériels qu'il y avait peut-être des choses à faire avec lui. Évidemment, on lui dit « Ok, très bien, on veut bien vous payer une étude, mais attention, à condition que la sortie des compresseurs ne soit pas retardée par ces nouveaux travaux. » En octobre 1945, le ministère de l'Air va proposer d'envoyer à Turboméca un réacteur jumeau 004, un réacteur allemand, pour essai à bord. Schiedowsky, évidemment, va accepter avec enthousiasme. Et dans cette même réunion, en octobre 1945, on commence à évoquer des petits réacteurs pour missiles, pour lesquels on pourrait utiliser certaines installations comme les bancs d'essai de bord. Et on décide également que Schiedowsky, qui parle parfaitement l'allemand, Schiedowsky parlait couramment le français, l'allemand, le russe, le polonais, le yiddish, la classe. Et comme il parle très bien allemand, on va décider de l'envoyer en Allemagne et de convaincre des ingénieurs et techniciens allemands de venir travailler en France pour la renaissance de l'aéronautique française. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces ingénieurs allemands qui se trouvaient sans boulot, et sans espoir de boulot avant des années, eh bien, ils vont se laisser convaincre. Parce que, clairement, il n'y avait pas de perspective pour eux dans l'immédiat. Alors, durant ce périple en Allemagne, Schiedowsky va rencontrer des ingénieurs de Daimler-Benz, à Friedrichshafen. Daimler-Benz était à l'époque un des grands motoristes du Troisième Reich. C'est Daimler-Benz qui fabriquait en particulier les fameux DB 601, 603, 605 qui ont équipé toute la famille des Messerschmitt 109 et autres Heinkel 111. Le directeur technique de Daimler-Benz à l'époque s'appelle Friedrich Nallinger. Et l'équipe turbine de Daimler-Benz avait développé un moteur très avancé dont vous avez une photo prise en 1943 qui s'appelait le 109-007. Mais ce moteur avait été abandonné.
Et au moment de la capitulation, Daimler-Benz travaillait sur plusieurs projets de turbines. Et parmi ceux-ci, un moteur de 7 tonnes de poussée, le B701, dont on a encore le dessin dans nos archives. Architecture typiquement allemande, basée sur des compresseurs axiaux. Voilà. Et en octobre 1945, Nalinger va accepter de travailler pour Turboméca au sein d'un établissement annexe de Turboméca installé en zone française d'occupation, au bord du lac de Constance, en territoire autrichien, dans une ancienne usine Dornier, qui était un avionneur bien connu en Allemagne. Et Nalinger va reconstituer une équipe, un bureau d'études turbines. Tout ça payé, évidemment, par le service technique. Au 15 décembre 1945, Turboméca Allemagne emploie 41 personnes, dont 17 ingénieurs. Ils seront bientôt 150. Et donc, Schiedowski va se retrouver à la tête d'un très gros bureau d'études turbines. En avril 1946, Turboméca va recevoir un marché pour la fabrication de 2 exemplaires du B701, à réaliser et tester à bord. Il faut voir que 7 tonnes de poussée à l'époque, c'est un monstre. Les machines à l'époque ne dépassaient pas 2 tonnes de poussée. Là, on visait tout de suite 7 tonnes de poussée. Sauf qu'avoir le bureau d'études en Allemagne et puis l'usine chargée de matérialiser les travaux en France, ce n'est pas quelque chose de très pratique. Et donc, il est décidé de transférer le bureau d'études en France. Et en juin 1946, on déménage le bureau d'études et les familles avec. Et cette année-là, en 1946, le bureau d'études allemand va avoir une idée géniale. Ils vont imaginer un nouveau type de chambre de combustion pour les turbines, ce qu'on appelle la chambre à injection centrifuge, qui présente l'avantage d'être extrêmement courte, puisqu'elle est à 90 degrés, ce n'est pas une chambre linéaire, elle est à 90 degrés. Ça raccourcit la machine, ce qui est très important pour des turbines de petite taille qui tournent extrêmement vite. Et la mise au point est réussie. Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que, eh bien, le sort du B701, du gros moteur, il est en discussion. Alors, il est en discussion parce qu'en fait, le service technique avait 2 fers au feu à l'époque. Il avait lancé le B701 chez Turboméca et en parallèle, il avait commandé un autre moteur un peu similaire à la Snecma. Et ce moteur était étudié par une autre équipe d'ingénieurs allemands et récupéré cette fois chez BMW, pas chez Daimler-Benz. Et ce réacteur que dessinaient ces gens-là, l'équipe autriche, c'était l'Atar. Ça a donné plus tard, c'est l'Atar, qui a donné donc toute la grande famille des moteurs d'avions de combat Snecma. Et à l'époque, à cette époque de la reconstruction, ma foi, les moyens étaient limités. On ne pouvait pas se payer 2 réacteurs identiques. Et l'État a dit, c'est simple, le gros moteur, il sera fait à la grande société. La grande société à l'époque, c'était Snecma. Ce n'était pas les 250-300 personnes de Turboméca. Et c'est comme ça qu'en 1947, le marché du B701 est annulé. Alors, heureusement, dans le marché du B701, il y avait la fabrication d'une autre turbine plus petite. Parce que les Allemands, et Nalinger en particulier, ils avaient des rêves de grandeur. Ce fameux B701, c'était qu'un élément d'un avion qu'ils avaient étudié qui s'appelait l'UR-1. Ça voulait dire Ultra Rapide 1. C'était une machine qui devait traverser l'Atlantique avec des passagers. Et la motorisation de cette UR-1, c'était un barillet de 6 B701, disposé en barillet, comme un revolver. Et pour démarrer les 6 B701, au milieu de tout ça, on avait mis une petite turbine avec des arbres qui allaient entraîner les 6 moteurs à la fois. Et c'était supposé démarrer l'avion. On a encore les dessins de cette installation monumentale. Et donc, le marché initial du B701 comprenait aussi la fabrication du démarreur, et donc d'une petite turbine. Et
Schiedowski va réussir à convaincre le service technique de poursuivre cette partie du marché. Comme il l'a dit lui-même, s'ils ne veulent pas que l'on fasse des grosses turbines, eh bien, j'en ferai des petites. C'est Georg Oberländer, un ingénieur de l'équipe allemande, qui est mis sur le projet. Initialement, voilà le dessin de ce moteur. Il s'appelait B781. On reconnaît, encore une fois, la technologie typique allemande. C'est le B701 en plus petit. Donc 6 compresseurs axiaux, une chambre de combustion annulaire, une turbine HP et une turbine libre. Et là, Oberländer et Schiedowski vont s'atteler sur la planche à dessin à simplifier complètement, à refaire la machine. Et là, comme je dis, en un acte de création totale, en quelques semaines, ces deux hommes, sur la planche à dessin, vont donner naissance à une machine, la TT 782, comprenant cette fois un compresseur centrifuge à la place des axiaux, la grande spécialité de Schiedowski, la fameuse chambre de combustion à injection centrifuge et 2 turbines liées. Et comme ça, on dessine une machine extrêmement courte, très petite, et donc beaucoup moins sensible aux problèmes vibratoires qu'un grand ensemble tournant qui tourne très vite. Et avec ce dessin, le moteur Turboméca était né, parce que cette architecture sera, à quelques exceptions près, l'architecture de base de tous les moteurs construits, conçus à bord pendant les 40 ans qui vont suivre. C'est encore l'architecture de l'Ariel, qui est aujourd'hui la principale fabrication de Turboméca. La TT 782, dont Turboméca avait un marché pour 3 prototypes, va tourner pour la première fois en 1947. Est devenue l'Orédon, parce que Turboméca va donner des noms pyrénéens à toutes ses créations, l'Orédon étant un lac donc, des Hautes-Pyrénées. Il est homologué en 1950 à 110 chevaux. Entre-temps, en supprimant une turbine sur 2, Schiedowski avait créé le Pyménée, qui est donc un tout petit réacteur. Comme quoi, à l'époque, on savait déjà faire du marketing. Vous remarquerez les chaussures, c'est assez intéressant. À la même époque, autour de Pau, à Aires-sur-Adour, il y avait une société qui s'appelle Fouga. Fouga était dirigé à l'époque par Pierre Mauboussin et Robert Castello. Castello étant un des ingénieurs de Desvoitines qui travaillait sur Toulouse, ici, et qui avait participé à la mise au point du D520. Et Castello était en même temps un grand pionnier, un grand spécialiste des planeurs. Castello a créé toute la série des planeurs Castel, et ces planeurs Castel étaient fabriqués à Aires-sur-Adour par Fouga. Parce que Fouga avait là une scierie. Voilà. Et cette machine, et donc Castello, Mauboussin connaissaient Schiedowski, ils étaient plus ou moins voisins. Aires-sur-Adour, c'est à 50 km de Pau. Et donc ils se connaissaient. Et un jour, ma foi, ils décident ensemble de monter le petit Pyménée sur un des planeurs Fouga. Et cette machine, que voici, ils vont l'appeler Sylph. En fait, pas tout à fait. Au départ, ils l'appellent le Cyclone. Et puis, un jour, il y a le motoriste américain Wright qui va s'apercevoir que le mot Cyclone est déjà une marque déposée par eux. Donc, du coup, ils vont débaptiser le planeur et ils vont l'appeler le Sylph. Et le Sylph va faire son premier vol le 14 juillet 1949 avec le Pyménée. Ça, c'est le premier décollage du Sylph avec donc le Pyménée. Et en dessous, la photo du bas, vous avez Joseph Schiedowski entouré de Pierre Mauboussin avec son chapeau et de Léon Bourriot, qui était à l'époque le pilote d'essai de Fouga. Et ce vol du 14 juillet 1949, c'est le premier vol d'un réacteur français, 100%. Et c'est aussi, évidemment, le premier vol d'un moteur Turboméca. Comme je dis, faire voler le 14 juillet le premier réacteur français, ça ne s'invente pas. Alors, Oberländer, le créateur de la TT 782, le co-créateur avec Schiedowski, va rentrer en Allemagne en 1951. D'ailleurs, la plupart des ingénieurs allemands avaient déjà quitté Turbo
suite à l'annulation du marché du B701. Et seule une douzaine d'entre eux va rester en Béarn. Ils vont y faire leur carrière et ils ont constitué pendant de très nombreuses années, jusqu'à l'arrivée de notre génération, hein, Jacques, voilà, vont constituer l'ossature du bureau d'études de Borde. C'est à partir des années 1970 que cette équipe initiale va être progressivement remplacée. Et donc, en ce 14 juillet 1949, avec ses usines à Borde, Mézières, avec l'Oredon, avec le Piménée, eh bien Turbo avait les fondations pour se lancer dans la grande aventure de la turbine à gaz. Quelle conclusion peut-on tirer de ce deuxième épisode? Eh bien, tout d'abord, un point fondamental. Szyszkowski a compris que le marché de la motorisation aéronautique a changé. Les moteurs à piston vont disparaître au profit des turbines. Et donc, si Turmeka veut vivre, il va falloir s'adapter. Ensuite, l'innovation est là encore au cœur de l'aventure. La chambre à combustion à injection centrifuge et la petite turbine à gaz à une époque où tous les constructeurs ne pensaient qu'à créer des gros réacteurs pour les avions militaires. Ensuite et toujours, la confiance du STI. Et cette confiance a été consolidée par la bataille industrielle qu'a menée Szyszkowski entre 1939 et 1945 pour produire ces compresseurs. Szyszkowski n'aura pas réussi à produire les compresseurs qu'on lui avait commandés. Il n'est absolument pas certain que le service technique lui aurait fait confiance, comme ils lui ont fait confiance à partir de 1944. Alors l'Oredon et le Piménée sont à l'origine d'une famille de moteurs qui vont ouvrir à Turboméca le marché militaire français, qui est à l'époque le grand marché pour la turbine à gaz. Les deux moteurs phares de cette période qui commence en 1950, il va courir jusqu'en 1965, pendant 15 ans, c'est le Marboré, un réacteur d'autre part, et ensuite un moteur d'hélicoptère, l'Artust. Alors le Marboré est le moteur du Fouga Magister, conçu à Aire-sur-Adour par Mauboussin et Castello. Avion d'entraînement emblématique de l'époque. L'Artust, eh bien, c'est le moteur de la famille des hélicoptères Alouette, qui est l'origine de la filière française de l'hélicoptère. En 1960, avec la production en série du Marboré, de l'Artust, plus de quelques autres moteurs, l'effectif de Turboméca atteint 2000 personnes. Et sur cette base, à la fois technique et nationale, Turbo va entrer dans le troisième épisode de son histoire, l'internationalisation de ses activités. Car Szyszkowski et les services officiels avec lui ont bien compris que l'avenir de l'industrie aéronautique française ne pouvait pas être purement national. Et l'internationalisation de Turboméca va se dérouler en 3 temps, et ceci sur une période de 50 ans. Comme je dis, l'aéronautique, c'est l'industrie du temps long. Le premier temps va de 1950 à 1965. C'est le temps des ventes de licences. En 1951, la société américaine, le motoriste américain Continental, décide d'acheter la licence des moteurs Turboméca, et en particulier celle du Marboré. Et aux États-Unis, le Marboré devient le J69. Et il va être choisi pour équiper d'une part le Cessna T-37, qui sera l'avion d'entraînement des pilotes de l'US Air Force, et ensuite des cibles volantes et autres drones de reconnaissance fabriqués par Ryan. Continental, qui va devenir plus tard Teledyne, va fabriquer plus de 11 000 moteurs de la famille J69. Et les moteurs J402, encore fabriqués de nos jours, sont des lointains dérivés de la technologie du Marboré. D'autres licences vont être vendues par Turbo en Angleterre, en Espagne, en Yougoslavie. En Inde également, où l'Artust est fabriqué pour équiper les hélicoptères Cheetah et Cheetah, qui sont en fait Alouette 3 et Lama, dont la licence a été achetée par la société HAL. Ça, c'est le premier temps, celui des licences. Le 2, essentiellement de produits militaires. Le deuxième temps va démarrer en 1965
avec un autre programme d'une autre ampleur, l'Adour. Et ce deuxième temps, c'est le temps de la coopération européenne. Et toute l'industrie aéronautique va passer par là, française. Alors que SNECMA est choisi pour coopérer avec Bristol Siddeley sur le réacteur d'un avion à géométrie variable franco-britannique, qui d'ailleurs ne verra jamais le jour, Turbomeca va être choisi avec Rolls-Royce et l'Adour pour motoriser le Jaguar, un avion d'appui-feu franco-britannique qui, lui, va exister et qui sera ensuite exporté dans différents pays. Comme par ailleurs, dans ces programmes franco-britanniques des années 60, on trouve également le Puma et la Gazelle, équipés du Turmo et de la Stasou. Finalement, c'est Turbomeca qui sera le grand gagnant de la coopération européenne des années 60. Et du coup, ça va générer une nouvelle étape de croissance de la société. L'effectif va monter de 2000 à 4500 personnes. Et du coup, on ouvre une nouvelle usine à Tarnos, sur la côte landaise, spécialement pour l'Adour, et puis également réparer les moteurs de Turbomeca. Et c'est comme ça qu'en 1980, Turbomeca était devenue une entreprise reconnue en Europe. C'était un des motoristes européens, un des grands spécialistes de la petite turbine. Mais ça ne suffisait pas. Il va falloir entamer maintenant la troisième étape, c'est-à-dire étendre le champ d'action de Turbomeca au-delà de l'Europe et surtout du marché militaire. Alors, en parallèle des programmes franco-britanniques qui étaient militaires, Turbo avait déjà eu une première expérience du marché civil avec cette machine, le Nord 262 et le Bastan. Ça a été pour Turbomeca une très bonne école du marché civil. Mais à partir des années 80, la réussite dans le marché civil des hélicoptères aérospatial, Écureuil, Dauphin, Super Puma, va entraîner Turbomeca dans son sillage. Et Turbomeca va accompagner Aérospatial, qui est devenu ensuite Eurocopter et maintenant Airbus Hélicoptère, tant dans le domaine technique, en développant une gamme complète de moteurs adaptés aux appareils d'aérospatial, que dans le domaine décisif du support. Turbomeca va mettre en place, à partir de 1977, un réseau complet de filiales dans le monde entier pour le support après-vente de ces moteurs. Et ça, c'est un élément essentiel de la réussite ultérieure de Turbomeca. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui 16 sites dans le monde entier. En 1986, cette réussite de Turbo dans le domaine civil international sera reconnue par Sikorsky, qui va choisir l'Ariel pour équiper son hélicoptère S-76. À la même époque, Agusta va choisir l'Ariel pour équiper l'Agusta 109. Et l'allemand MBB, qui à l'époque est indépendant d'Eurocopter, c'était avant la création d'Eurocopter, va choisir Turbomeca pour son BO-108 en haut et son BK-117 en bas. Le BO-108 deviendra l'EC-135 et le BK-117 donnera naissance à l'EC-145. En parallèle, Turbo va placer ses turbines sur des trains exploités en France, les turbotrains, mais aussi aux États-Unis, en Égypte, en Iran. En 1990, Turbomeca va se lancer dans le domaine des APU civils en coopération avec l'américain Sunstrand. Il va en résulter les APS 2000 et APS 3000 qui vont s'imposer chez Boeing et chez Airbus. Et donc comme ça, au milieu des années 1990, Turbomeca a étendu ses activités au monde entier et au domaine civil. Conclusion du troisième épisode, il faut bien sentir les évolutions du marché et s'y adapter de manière résolue. Il ne faut pas, comme je dis, faire les choses à moitié. Alors le quatrième épisode, c'est l'épisode qui continue aujourd'hui. Ça va être un temps de spécialisation. Alors ce quatrième épisode va débuter par une crise, celle de l'aéronautique des années 1990. Le marché militaire et celui des hélicoptères dans les pays riches
ralentit très fortement. Vous avez là la production mondiale d'hélicoptères depuis 1956, premiers hélicoptères à turbine, jusqu'en 1995. Un énorme pic militaire, civil, constitution des flottes dans les pays riches, Europe de l'Ouest, Nord-Amérique, Japon, Australie. Et puis ensuite, paf, ça retombe. Pourquoi ça retombe? Eh bien, tout simplement parce qu'un hélicoptère, ça vit 40 ans. Et quand on est équipé, eh bien, on ne change pas d'hélicoptère toutes les 5 minutes. Une fois qu'on est équipé, on les garde 40 ans. Et à l'époque, il ne faut pas oublier également qu'à l'époque, il y avait un gros ralentissement de la croissance dans les pays riches. Par ailleurs, les pays qu'on appelle aujourd'hui les émergents, ils étaient loin de l'émergence à l'époque. Ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'on va voir émerger un petit peu le marché aéronautique dans ces pays émergents. Et donc, résultat, le marché quasiment du moteur d'hélicoptère s'écroule. Les marchés traditionnels de Tourméca étaient l'avion militaire d'entraînement et l'hélicoptère. Eh bien, les deux s'effondrent simultanément au milieu des années 1990. Et à cette époque, Tourméca doit financer le développement des APU civils. C'est à ce moment-là qu'on s'est lancé avec Sundstrand à investir dans les APU civils. Deux dépenses simultanées. Premièrement, les coûts de développement de cette gamme d'APU et deuxièmement, les coûts commerciaux pour s'imposer sur le marché face à un Garrett qui n'avait pas du tout l'intention de lâcher le morceau. Résultat, eh bien ma foi, ça ne s'est pas fait attendre. Tourméca, à cette époque, a perdu de l'argent. Perdait de l'argent. On perdait jusqu'à 10% du chiffre d'affaires chaque année. Et là, eh bien ma foi, il a fallu faire des choix. Là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Ça ne rigole plus. En 1996, Tourméca va décider de se séparer de l'activité APU civile et va revendre sa part des programmes APS 2000 et APS 3000 à notre coopérant Sundstrand. Et Tourméca va décider à ce moment-là de concentrer ses seules ressources sur le marché de l'hélicoptère, qui est considéré à cette époque comme son domaine d'excellence. Car à cette époque, le gros de l'investissement dans la gamme moteur d'hélico était fait, comme le gros de la mise en place du réseau support. Mais pour vivre du seul moteur d'hélicoptère, Eurocopter ne suffit pas. Il va falloir placer les moteurs de Tourméca chez d'autres fabricants d'hélicoptères qu'Airbus Hélicoptères. Et c'est ce qui va être tout l'enjeu des années suivantes, étendre le marché au-delà du marché d'Eurocopter. En Europe, Tourméca va placer le RTM 322 en coopération avec Rolls-Royce et l'Arius 2 chez AgustaWestland. En Inde, sur la base de la réussite de la licence Adour, qu'on a évoquée précédemment, Tourméca va placer le TM333 puis l'Ardiden 1 sur tous les hélicoptères de la société HAL. Le Druve, en bas à droite, le LCH en haut à gauche, et puis bientôt le LUH, dont on attend bientôt le premier vol. Si le TM333 reste un moteur 100% Tourméca, l'Ardiden 1 est une coopération avec HAL qui en fabrique aujourd'hui 73%. En Chine, on va capitaliser sur la licence de l'Ariel 1 et du Dauphin que la Chine achète en 1980 et qui a été une superbe réussite industrielle. Du coup, on a acquis la confiance des Chinois. Et maintenant, on fabrique en coopération avec eux l'Ariel 2, en haut à gauche, en coopération 50-50, et on développe avec nos amis chinois un moteur, l'Ardiden 3C, pour un hélicoptère franco-chinois, le Z-15 ou le C-175 d'Eurocopter, la Chine ayant choisi la motorisation turboméca. Voilà. Et la photo du bas, ma foi, c'est la photo de l'équipe franco-chinoise lors de la première rotation du générateur de gaz de l'Ardiden 3 en Chine, à Capi, le centre de recherche chinois. En Russie, on va réussir à imposer l'Arius 2 sur le Kamov 226, en haut à gauche. Et puis on attend, dans les semaines qui viennent, le premier vol de l'appareil qu'on voit en bas à droite, le Kamov 62, équipé également d'un dérivé de l'Ardiden 3. Et enfin, aux US,
après la réussite du S-76, ce sera Bell qui va choisir l'Arius 2 pour le Bell 505, le successeur du mythique Jet Ranger, dont la production de série doit démarrer dans les mois qui viennent. Et c'est comme ça qu'en 2016, Turmeka est présent chez tous les grands hélicoptéristes du monde. Finalement, le pari de 1996, vivre du seul moteur d'hélicoptère, est réussi. Et si ce pari a été réussi, c'est pour deux raisons fondamentales. Premièrement, l'excellence technique des moteurs Turmeka. C'est le point le plus fondamental. Ces moteurs sont de bons moteurs. Et le fait, et ça c'est un autre élément auquel on ne pense pas souvent, c'est le fait de ne pas être américain. Parce que le fait de ne pas être américain, ça nous a ouvert directement le marché des Indiens, des Chinois et des Russes. Vous savez, quand un hélicoptériste russe ou un Chinois cherche un fabricant de moteurs d'hélicoptères en dehors des États-Unis, il n'a pas le choix, il n'y a que nous. Et donc, ça a été un des grands axes de la politique Turmeka. Aller chercher ces pays émergents qui, finalement, n'avaient pas tellement de choix. Ça sert. Et donc, pour devenir leader mondial dans son domaine, Turbo est passé par 4 étapes. La fondation, le développement de la petite turbine à gaz, l'internationalisation de ses activités, et puis, pour finir, la spécialisation. Et ces 4 étapes ont été réussies parce qu'on a respecté 4 grands principes. Premièrement, l'excellence technique. C'est le point fondamental. Si on motorise aujourd'hui Avicopter, Russian Helicopter ou Bell, c'est avant tout à la qualité technique de nos moteurs qu'on le doit. Deuxièmement, une vision juste du marché. Ça paraît idiot ce que je dis, mais pourtant, c'est un point fondamental. Il faut sentir le marché longtemps à l'avance dans notre business et voir ces évolutions profondes pour orienter l'action d'entreprise dans la bonne direction. Troisièmement, une fois que vous avez fait un choix, il faut y aller résolument. Il ne faut pas faire les choses à moitié. On n'est pas dans un monde où on peut faire les choses à moitié. Quand vous décidez d'investir dans un domaine, il faut y mettre le paquet. Et vous pouvez réussir. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Et qu'il faut prioriser ce qui adapte l'entreprise à son marché. Comme je dis, quand on ne vend rien, quand on ne fait pas de copeaux, on disparaît. Le copeau, c'est fondamental dans l'industrie. Et puis, quatrièmement, et ça vaut pour toute l'industrie aéronautique qui, quelque part, est une industrie stratégique, le soutien des services officiels français. Clairement, sans le soutien des services officiels français, Turmeka aurait disparu depuis bien longtemps. Alors, après cette conclusion que je peux qualifier de technique, je vais vous faire entendre un petit discours que Józef Szydowski a fait. Józef Szydowski donc, est né en 1896 et en 1987, il a fêté ses 91 ans. Il allait décéder quelques mois après. Et comme chaque année, il a prononcé un discours au personnel. C'était la tradition. Tous les ans, à l'occasion de son anniversaire, il payait le champagne à toute l'usine et puis il faisait un discours. Et je vais vous faire entendre le discours de Szydowski, 91 ans, ne l'oubliez jamais, en 1987, à quelques mois de son décès. Et vous allez voir que ce discours est étonnamment d'actualité. Tac. Bonjour. À l'occasion de ses 91 ans, le président va s'adresser à vous. Bonjour. En ce jour où j'atteins 91 ans, je salue tous les collaborateurs de Turmeka, anciens et récents, respectant ainsi une habitude que j'ai instaurée depuis plus de 50 ans. J'ai vu naître l'aviation. J'y ai cru. J'ai voulu y participer. Turmeka est né de cette volonté voici bientôt un demi-siècle. Aujourd'hui, le temps de pionnier est révolu. L'aviation est restée un grand métier, mais elle obéit à présent à toutes les contraintes de toutes les industries, les prix,
la concurrence, la compétitivité. Parce que j'ai 91 ans et que j'y vois clair, je sais que tout est mouvement dans la vie. Tout change, tout le temps. Ce qui a été hier sera différent demain. Turboméca des années 90 ne sera pas celle des années 75. Et les anciens savent encore qu'avant la fin de la guerre, je n'ai retrouvé ici que des ateliers détruits et un effectif de 70 personnes. Rien ne sera facile et inutile de soupirer. Ah, le temps de Père Chydlowski. Il ne sert à rien de regarder en arrière. Moi, je continue à regarder en avant. J'ai des idées techniques nouvelles. Je continue à croire à l'imagination, à la recherche, à l'honnêteté devant le résultat d'essai, au travail. Mon message à 91 ans, le voici. Si vous voulez vivre une vraie vie d'homme, aimez ce que vous faites. Si vous n'y arrivez pas, changez pour faire ce que vous aimez. Le reste, argent, succès, vous sera donné par-dessus le marché. C'est ce que je vous souhaite. Quant à moi, je n'ai pas changé. Je ne changerai pas. Je continue dans la voie de recherche, de l'innovation, de la création de marchés nouveaux autour de machines nouvelles, car c'est les produits nouveaux qui créent le marché, et pas l'inverse. Je lève mon verre à l'avenir à la Turboméca, à votre bonne santé. Allez, en route. Bonjour. À l'occasion de ses 91 ans, le président va s'adresser à vous. Bonjour. En ce jour... Voilà, eh bien, je pense qu'avec ces belles paroles de Joseph Chydowski, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Merci. Oui, ben, on vous remercie d'abord pour cette longue histoire et belle histoire. Si vous avez des questions à poser, on a encore quelques temps. Donc, je me présente, Jean-Paul Lopez, ex-Turboméca. J'ai connu cet animal à l'école aussi. Voilà. Pour ta présentation, qu'est-ce que tu pourrais dire quelle est pour toi l'influence des hommes? Parce que dans ton histoire, tu parles de périodes techniques, mais je pense que les périodes qu'a vécu Turboméca sont aussi liées aux hommes. Et notamment, tu as oublié Pertica. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas revoir un peu l'histoire et nous parler de Pertica? Parce que comment est-il arrivé? Et la transition, Joseph Chydowski, Pertica, que tout le monde a connu et qui a marqué pas mal de... Qui a marqué Turboméca. Oui. Oui, alors Pertica, ça fait partie un petit peu l'histoire de la succession de Chydowski. Parce que Chydowski, comme vous l'avez vu, il a vécu très vieux, très très vieux. Et de tout temps, la succession de Chydowski, ça a été un problème, à la fois pour Turboméca, mais aussi pour l'État français. Il y a eu des tas de tentatives de regroupement de Turboméca avec Hispano, avec les SECMA, tout ça, ça a foiré, parce que Chydowski ne voulait pas en entendre parler. Il était résolument indépendant. Mais malheureusement, à un moment donné, on vieillit. Et puis un jour, il a atteint 80 et quelques années. Et donc là, il a quand même compris qu'il fallait faire des choses. Et donc, au début des années 70, la famille et Chydowski ont décidé, parce que Chydowski avait quand même déjà plus de 75 ans à l'époque, ont décidé qu'il convenait de prendre un directeur général pour piloter la société. Et à ce moment-là, Chydowski, il a choisi Gérard Pertica. Gérard Pertica était un ancien patron de la division hélicoptère de Sud Aviation. Voilà. Bon, il n'a pas apprécié les idées de Ziegler et puis il est parti. Il a fait du camion, du poids lourd, et puis la famille Chydowski est venue le chercher pour prendre la direction de Turboméca. Voilà. Et il est rentré en 1972. Et quand il est arrivé, il a compris qu'il y avait des choses à faire, surtout au niveau des hommes, comme tu dis. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand il est arrivé, c'était encore l'ancienne équipe allemande et les Français embauchés en 1947 qui étaient à la tête de la société, qui dirigeaient la boutique et surtout tout le bureau d'études. Donc Pertica, il a compris que là, il y avait une transition à faire
Et à ce moment-là, il a commencé à embaucher une nouvelle génération d'ingénieurs. Et donc, Jacques Pignat est là pour en témoigner. Il a été un des premiers à embaucher à ce moment-là, parce que tu es rentré en 74. En 68, tu vois. Il fait partie de cette génération, voilà, au tout début. Et donc, moi, je suis arrivé après, tout ça. On est tous arrivés à ce moment-là. Donc, ça a permis de faire une transition et d'assurer effectivement le remplacement des générations. Et puis Pertica, il est parti plus tard, hein, quand Turmeka ensuite a été intégré dans le groupe Labinal. Pertica est parti. Voilà, donc il est resté plus de 15 ans à la tête de Turmeka. Mais c'est vrai, les hommes, c'est fondamental là derrière, forcément. Je veux dire, une entreprise, ça n'existe pas sans les gens qui décident de ce qu'il faut faire. C'est les gens qui décident de ce qu'il faut faire, de l'orientation, à la fois technique, marché, etc. Non, non, non. Pas que, non. Pertica, c'est vrai qu'il avait un penchant hélicoptère de par son passé, forcément. C'était quelqu'un qui avait été formé, qui avait vécu des années et des années dans le monde de l'hélicoptère. Mais la décision de tout hélicoptère a été prise alors qu'il était déjà parti. Je veux dire, non. Pertica, il a fait des machines industrielles, il a fait des choses en dehors du moteur d'hélicoptère. Non, c'est vraiment c'est le poids de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé qu'avec le moteur d'hélicoptère. Oui, merci de nous avoir raconté si bien cette magnifique aventure, hein, parce que c'est extraordinaire, malgré tous les inconvénients, les obstacles et autres. Une question, vous avez dit, il y a près de 3/4 de siècle, le rendement des compresseurs qui ont fait la réussite finalement, qui était aux alentours de 75-78%. Bon, 3/4 de siècle après, où est-ce que vous en êtes, vous, maintenant, Turbo? On est guère plus loin, on est à 80 et quelques, entre 80 et 85. Le grand progrès a été fait justement dans ces années-là, dans les années 1935 et 40. Parce que jusque dans les années, au milieu des années 30, c'était les motoristes eux-mêmes qui fabriquaient leurs compresseurs. Et pour les motoristes, c'était un accessoire parmi d'autres du moteur à piston. Ils appelaient ça des brasseurs d'ailleurs. C'était un brasseur plutôt qu'un compresseur. Et donc, ils n'avaient pas dépensé beaucoup d'énergie à développer les performances de ce compresseur. Et c'était justement l'idée de génie de Chidovsky et de Plagnol de se dire on peut faire quelque chose de bien meilleur, hein, puisqu'on est passé de 50 à 75% de rendement. Et surtout, ils ont réussi à convaincre les motoristes de l'époque que c'était leur intérêt. Et ils ont fait, non seulement ils ont travaillé sur le compresseur, mais ils ont fait beaucoup de travaux sur l'influence du compresseur sur les performances du moteur à piston, pour convaincre les services officiels et les motoristes qu'il était de l'intérêt de tout le monde de choisir des compresseurs à très haute performance. Mais c'est vrai que jusque dans les années 1935, le compresseur était considéré comme un accessoire du moteur. Hein? Oui, enfin, sur les petites turbines aujourd'hui, sur les petites. Alors, il y a un effet, il a raison, Gérard a raison, plus un moteur est gros, plus les rendements sont bons. Hein, il y a un effet de taille qui est extrêmement important, hein, et donc sur les petits moteurs en particulier. Aujourd'hui, sur des compresseurs, vous atteignez, oui, c'est ça, entre 80 et 85%. Sur les petites turbines. On peut monter plus sur les grosses machines. Mais sur des petites turbines, on est un peu au taquet, comme on dit aujourd'hui. De manière générale, d'ailleurs, on voit bien à l'heure actuelle que la technologie de la turbine à gaz, dans les petites tailles, atteint un petit peu une asymptote. Hein, pour donner un ordre de grandeur de l'évolution technique, entre 1945 et 1975, donc en 30 ans, la consommation des turbines à gaz de petite taille, moteur d'hélicoptère par exemple, a été réduite de 45%. C'est quand même spectaculaire. Dans les 30 années qui ont suivi, entre 1975 et puis 2005, on a gagné 15% seulement. Et je peux vous dire aujourd'hui, pour gagner 5%, il faut se bagarrer tous les jours. Ça devient quasiment impossible, dans les petites tailles. Alors, après, il y a encore des choses possibles dans les grandes tailles, mais c'est pareil. On va arriver tôt ou tard à une asymptote. Vous ne pouvez pas pousser un concept éternellement. Donc ça peut être un problème.
Oui, je voulais d'abord vous remercier pour cet exposé passionnant qui m'a beaucoup appris sur Turboméca. Je pourrais être plus intelligent que mon beau-père, mais merci beaucoup. Justement, je voulais poser la question du regain d'intérêt pour les moteurs à piston, en particulier pour les hélicoptéristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Pour Turboméca, Safran, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, quel est l'avenir? Alors, le problème du moteur à piston, c'est sa masse. Voilà. Vous savez, en aviation, il y a un grand secret, il faut être léger. Et le moteur à piston, ce qui a été détrôné complètement par la turbine à gaz, uniquement pour la masse. Une turbine à gaz, ça pèse 4 fois moins à peu près qu'un moteur à piston de puissance équivalente. Ça consomme plus, c'est vrai. Ça va consommer 30% de plus. Mais le gain de masse est tel qu'il n'y a pas photo, quoi. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a regardé effectivement dans ces dernières années quelles étaient les perspectives sur le moteur diesel en particulier. Voilà, c'est le problème du diesel. Aujourd'hui, les moteurs diesel les plus performants restent encore 4 fois plus lourds qu'une turbine à gaz. Voilà. Donc, et l'écart est d'autant plus important que la puissance est grande. Donc autant on peut imaginer aujourd'hui, et moi je ne serais pas surpris que dans les 10-15 ans qui viennent, on voit des diesels de 500 chevaux, 400-500 chevaux apparaître dans l'aéronautique, autant je ne crois pas du tout à des moteurs de 1000 chevaux, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route une demi-seconde. Donc effectivement, les diesels progressent, mais ils sont encore très 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 loin de la puissance massique des turbines à gaz qui fait leur grande force, quoi. Voilà. Donc effectivement, Eurocopter fait voler un EC120 avec un moteur diesel. Bon, vous savez, ils ont fait voler un X-Cube. Ça s'appelle du marketing technologique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils produiront en série quoi que ce soit. Un des gros inconvénients des moteurs à piston pendant très longtemps, ça a été leur fiabilité. Parce qu'un moteur à piston, c'est une mécanique compliquée, avec des efforts alternés. Et donc c'est vrai que pendant très longtemps, les moteurs à piston ont des fiabilités qui n'étaient pas très bonnes. Vous savez, du temps des superconstellations, quand on traversait l'Atlantique sans perdre un piston, c'était un exploit. Il est arrivé très souvent qu'on se pose sur 3 moteurs, voire 2. Et la turbine à gaz, de ce point de vue-là, a amené quand même un gain en fiabilité par son principe même de régularité de fonctionnement, un gain en fiabilité absolument colossal. Colossal. Donc entre le gain de fiabilité et le gain de masse, c'est imposé naturellement. Et le moteur à piston a disparu en dehors des toutes petites machines, mais pour après, c'est pour des raisons de coût. Parce que le problème de la turbine à gaz, c'est qu'on ne peut pas baisser le coût proportionnellement à la puissance. À un moment donné, ma foi, c'est pareil. Et donc on atteint, même pour des petites turbines, c'est-à-dire on a longtemps regardé, fait des travaux pour regarder si on était capable de faire de manière économique une petite turbine de 250 chevaux. À chaque fois, la réponse a été négative. On ne sait pas produire de manière économique une petite turbine de 250 chevaux pour concurrencer des moteurs à piston. On ne sait pas faire. Les séries sont beaucoup trop petites, l'investissement de développement est énorme, et donc ça ne tient pas la route. Donc on n'a jamais développé des petites turbines en dessous de 500 chevaux. Aujourd'hui, on ne saurait pas faire. Je n'ai pas entendu le mot Astafan. Ah, l'Astafan. Alors l'Astafan, oui, l'Astafan, c'est un concept qui ressort maintenant. Alors l'Astafan, c'est né de quoi? Schiedowski avait une idée basique. Pour Schiedowski, le moteur le plus simple, c'est ce qu'on appelle la turbine liée, où il n'y a qu'un ensemble tournant. Voilà. Et c'est vrai, il a raison. Sauf que la turbine liée a un certain nombre d'inconvénients, ne s'installe pas dans certains cas, etc. Et donc il a bien fallu qu'il en passe par des turbines libres pour monter sur les hélicoptères. Mais dans le fond, il a raison. La turbine liée, avec un seul ensemble tournant, 2 roulements, c'est la mécanique, la turbine la plus simple. Alors, l'Astafan, c'est quoi? L'Astafan, c'est une turbine liée, donc un seul ensemble tournant, qui entraîne un fan devant, comme son nom l'indique. C'est un turbofan, voilà. Sauf qu'il n'y a qu'un seul ensemble tournant. Et comment on fait varier la poussée? Quand il y a un seul ensemble tournant, qui de plus tourne à vitesse constante. Et oui, il tourne à vitesse constante. C'est tout l'intérêt de la turbine liée, tourner à vitesse constante et d'être toujours au point optimum de rendement.
du compresseur. Donc c'est à la fois lié et à vitesse constante. Comment on fait varier la poussée sur un turbofan? Puisque vous ne faites pas varier la vitesse. Il n'y a qu'une solution, c'est faire varier le pas du fan. Comme une hélice. Et donc l'Astafan, c'est un fan à pas variable. Voilà. Et aujourd'hui, nos amis de Rolls commencent à réfléchir également sur des grosses machines à ce type de concept. Ça passe par un réducteur, parce que le fan ne peut pas tourner à la vitesse de la turbine. La turbine, ça tourne à 40 000 tours. Faire tourner un fan à 40 000 tours, c'est un peu compliqué, donc il faut réduire la vitesse. Donc il y a un réducteur, ce que fait nos amis de Pratt aujourd'hui sur le PW. Voilà. Donc toutes ces technologies avaient déjà été explorées par Szyszowski avec son Astafan. L'Astafan, c'est une turbine liée à réducteur et à pas variable. Hein? Oui, voilà. Oui, voilà. Et l'avion turbo, d'ailleurs, il y a même plus que l'avion turbo, puisque le Fuga 90, qui était la dernière évolution du Fuga, est équipé de 2 Astafan. Et c'est vrai que la réduction de consommation spécifique est spectaculaire avec ce concept. Spectaculaire. Mais mécaniquement, c'est compliqué. Alors, dans les années 60, j'avais pensé que l'Astazou allait avoir un succès plus que celui qu'il a eu finalement. Et puisqu'il a eu la concurrence de la turbine de PT6 de Pratt & Whitney Canada, qui s'est imposée finalement avec le temps et qui a eu un degré de fiabilité tel qu'elle a même autorisé cette turbine de faire du transport public sur monomoteur en IFR, quoi. Alors, effectivement, comme je le dis, le turboprop, c'est le grand échec de Szyszowski. C'est le grand échec de Szyszowski. Quand Szyszowski, à la fin des années 50, a eu l'idée de l'Astazou, c'était parce que le service technique lui avait imposé à l'époque de faire le Bastan. Le Bastan, c'est un moteur qui tournait à 33 000 tours. Szyszowski s'est dit, moi, je peux faire vachement mieux. Moi, je veux faire, c'était son rêve, un turboprop, un moteur d'avion, qui va remplacer tous les moteurs à piston. Donc moi, Szyszowski, je vais développer une toute petite turbine à gaz de 400 chevaux qui doit remplacer tous les moteurs à piston. Et il a créé l'Astazou, qui pourrait être plus petit, tourner à 43 000 tours au lieu des 33 000 tours de la génération d'avant. La machine a tourné en 1958, 400 chevaux. Très jolie petite machine. Franchement, d'une élégance en termes de motoriste remarquable. Oui, une surface frontale parmi ce moteur a été étudié pour un moteur d'avion. Il a fait des centaines d'essais pour définir l'entrée d'air. Ça a été étudié comme un moteur d'avion. Et il a réussi. Puisque quand l'Astazou est apparu sur le marché, ça a été une petite révolution. Et des tas d'avionneurs ont voulu avoir l'Astazou pour équiper leurs avions. Mitsubishi, Pilatus, Cessna, enfin tout le monde était intéressé par l'Astazou. Et puis, vous allez me dire, pourquoi tout ça, ça a foiré? Pourquoi est-ce que finalement, l'Astazou n'a eu que 2 applications, le Jetstream dans les Page et puis le Pucará des Argentins? Comment ça se fait que ce moteur qui s'était imposé en prototype sur une quinzaine d'avions à l'époque, que tout le monde s'arrachait, finalement tout ça s'est tombé à l'eau? Pourquoi on a perdu face au PT6 de Pratt & Whitney? Alors il y a plusieurs raisons qui ne sont pas forcément techniques. La première raison, elle est technique. Parce que c'est plus facile d'adapter des hélices sur des turbines libres que sur des turbines liées. Et donc beaucoup d'avionneurs voulaient des turbines libres. Szyszowski ne voulait pas en entendre parler parce que ce n'était pas son concept. Très bien. N'empêche, l'Astazou marchait bien. Après, il y a 2 autres éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est que l'Astazou était un moteur destiné à l'aviation générale, civile. Et donc, il fallait un réseau support mondial. Et à l'époque, les turbines Turmeca étaient avant tout des turbines militaires réparées dans les arsenaux, dans les AIA. Turmeca n'avait pas de réseau support pour soutenir une flotte d'avions civils. Alors que Pratt & Whitney à l'époque l'avait. Parce que Pratt fabrique des moteurs pour ce marché depuis 1928. Et donc Pratt était déjà implanté dans ce marché. Et puis, c'était naturel quelque part que les avionneurs
À l'époque, le marché en plus était aux États-Unis. Que les avionneurs américains qui avaient utilisé depuis tant d'années des moteurs Pratt, eh bien, finalement, se tournent vers la turbine de Pratt. Mais l'absence d'un réseau support, ça a été un élément décisif. Et puis, il y a eu un troisième élément aussi qui a joué contre la Stazou, qui est un élément un peu d'orgueil, je dois le dire, de la part de Turboméca. Je ne sais plus, c'était Grand Coin, je crois, d'Aérospatiale, qui disait, à l'époque où il était au service technique, vous savez, Turboméca, vous n'avez pas de souci, vos moteurs, vous ne les vendez pas, on vous les achète. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, Turboméca n'a pas fait les efforts commerciaux qu'il aurait fallu faire pour imposer la Stazou face au PT6. Voilà. Donc c'est différents éléments qui font que, ma foi, la Stazou s'est contentée de 850 exemplaires en version turboprop. Et ce qui a sauvé la Stazou, eh bien, c'est les hélicos. Puisqu'après, on a fait plus de 4000 moteurs pour la Gazelle et les Alouettes. Mais c'est vrai que c'est un grand regret. Turboméca serait complètement différent aujourd'hui si la Stazou avait marché. Malheureusement, on ne peut pas réussir à tous les coups. Pourquoi il n'y a pas que des considérations techniques? Plus de questions? Ah, c'est bien d'entretenir la flamme. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. L'avenir, il est... Alors, on peut toujours un peu améliorer les moteurs. On peut encore gratter quelques pourcents, mais tôt ou tard, c'est clair qu'on va arriver à l'asymptote. Et c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai de toute turbine, c'est que la grande menace qui va arriver, la grande menace, c'est que nos amis émergents atteignent un niveau technologique équivalent et sortent le même type de moteurs à des prix défiant toute concurrence. C'est la grande menace. Alors, pour le moteur d'hélicoptère, on a une chance. On a une chance. C'est que quand vous regardez, alors c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire, mais je vais essayer d'être simple. Une turbine à gaz a la caractéristique de consommer d'autant moins que sa puissance est élevée. En consommation spécifique par cheval, une turbine à gaz consomme beaucoup moins à pleine charge qu'au régime intermédiaire. Par exemple, quand une turbine à gaz, un moteur d'hélicoptère décolle, ensuite, en vol, il va consommer moins. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, sa consommation spécifique est plus basse. C'est énorme l'écart, énorme. Ça peut aller jusqu'à 40%. Quand vous divisez la puissance par 2, vous divisez la consommation, vous augmentez la consommation spécifique de 30% quasiment. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur un hélicoptère, la puissance nécessaire au vol est d'autant moins importante que l'hélicoptère vole vite. C'est extrêmement important. Si par exemple vous décollez, pour décoller, il vous faut 100 de puissance, en croisière, à 250 km/h, il vous faut 40-50% de puissance. Autrement dit, sur un hélicoptère, les moteurs tournent en permanence là où leur consommation spécifique est la plus mauvaise. Et là, il y a peut-être un coup à jouer. Il ne faut pas réinventer la turbine, même si on fait encore des travaux pour augmenter les rendements des compresseurs, le rendement des turbines, etc. Il faut penser une manière différente d'utiliser la turbine. Voilà. Et là, un exemple, qui est un exemple qui existe depuis toujours. Sur un hélicoptère bimoteur, vous coupez un des moteurs en vol, vous économisez 30% de carburant, instantanément, sans rien faire d'autre. Parce que le moteur qui reste va tourner à un niveau de puissance où sa combustion spécifique sera très bonne. Il suffit de couper un des moteurs en vol. Ça existe. L'Orion, par exemple, le P3 Orion, qui fait de la surveillance maritime, a une procédure qui permet de couper 2 moteurs sur 4. C'est comme ça. Le H-101, l'hélicoptère trimoteur des Anglais, aussi a une procédure qui permet de couper un des moteurs en vol. Et vous remontez et vous descendez sur la courbe de consommation spécifique. Le problème, c'est quand il y a 2 moteurs, qu'on en coupe un volontairement, s'il y a un souci, il faut qu'il redémarre. C'est un petit inconvénient. Et donc, ça soulève des problèmes de sécurité
et de fiabilité du redémarrage qui aujourd'hui ne sont pas encore résolus. Donc il y a des voies, je t'ai un exemple, hein, on appelle ça globalement de l'hybridation, mais ce n'est pas de l'hybridation. Il faut chercher des voies pour faire tourner les turbines toujours au maximum pour lequel elles sont destinées. Et là, on fait des vraies économies de consommation. Il existe différentes technologies, différentes idées comme ça, sur un hélicoptère, qui vous permettent d'économiser jusqu'à 30 ou 40% de consommation. Parce que tous les effets se cumulent. Ça, pour moi, c'est la voie d'avenir. Le problème, c'est que tout ceci a un sens si les hélicoptères volent longtemps. Et oui, ce n'est pas le cas d'un hélicoptère. Voilà. Donc, de quoi l'avenir sera fait, je n'en sais rien. Voilà. Il y a des voies pour réduire encore... Vous savez, le boulot de motoriste, c'est simple. Hein. Le boulot de motoriste, c'est faire un moteur qui soit le plus léger possible, qu'on soit le moins possible. C'est tout ça. Hein. Point, terminé. Hein. Alors, baisser encore la masse, bon. Aujourd'hui, un moteur de 2500 chevaux, ça pèse 250 kilos, quoi. Qu'est-ce qu'on va... On va gratter 10 kilos. Ça représente un sens, gratter 10 kilos sur un moteur... Non. La consommation, oui. Mais par des astuces d'installation et d'utilisation, on peut gagner sur l'hélicoptère énormément de consommation. Voilà. Ça reste tout ça à explorer. Mais c'est les seules voies possibles. C'est vrai que ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, la céramique, ça permet d'augmenter les températures. Ça permet d'augmenter la puissance spécifique. Ça ne vous fait pas baisser la consommation. Ça vous gagnez en puissance spécifique. Encore une fois, je vous dis, aujourd'hui, sur un écureuil, par exemple, ou sur un dauphin, le moteur, ça pèse 150 kg. L'hélicoptère fait 2,5 tonnes. Est-ce que ça vaut le coup de se battre, d'augmenter le prix du moteur de 10% pour gagner 3 kilos? Pas évident, parce que c'est pas que la turbine hein, qui fait le TBO d'un moteur. Hein. Il ne faut pas croire. On nous enseigne à l'école que c'est la durée de vie de la turbine HP qui fait le TBO d'un moteur. Faux! C'est pas du tout vrai. Il y a bien d'autres éléments qui crèvent avant la turbine HP. Donc le TBO d'un moteur, il n'est pas fait par la turbine HP sur un moteur d'hélicoptère. Oui. Un hélicoptère, aujourd'hui, ça vole un moteur turboméca, donc on a une flotte de 16 000 moteurs en service. Un moteur d'hélicoptère aujourd'hui, ça vole en moyenne, tenez-vous bien, moins de 300 heures par an. L'utilisation moyenne d'un hélicoptère est de 300 heures. Un hélicoptère, ça vole moins d'1 heure par jour. Aujourd'hui, on a des TBO qui vont atteindre 4500 heures. Ça fait 15 ans. Non. Et bien sûr, c'est intéressant sur des moteurs qui vont tourner 2500 heures par an. Mais un hélicoptère, l'hélicoptère de la sécurité civile, vous savez, les trucs jaunes et rouges là, ça vole 800 heures par an. Voilà. 800 heures par an. L'hélicoptère n'est pas un engin de transport de masse. L'hélicoptère, par nature, est un engin de transport ultra spécialisé. Comme je dis, c'est l'engin du dernier recours. Quand on peut utiliser une voiture, c'est une voiture. Un camion, un camion. Un avion, un avion. Et si vraiment il n'y a pas d'autre solution, on va chercher un hélicoptère. Il faut voir le coût de l'heure de vol d'un hélicoptère. Hein. C'est-à-dire une machine comme un EC-145 de la sécurité civile, le coût à l'heure de vol, c'est 5 à 6 000 euros. Ce qui vous explique d'ailleurs que seuls les pays très riches peuvent avoir des flottes d'hélicoptères qui ressemblent à quelque chose. Alors, il y en a un chez... pourquoi c'est si cher? Parce que, premièrement, c'est une mécanique compliquée. L'hélicoptère, c'est une mécanique compliquée. Il y a un rotor qui tourne, il y a des BTP, il y a une mécanique compliquée. Ensuite, c'est cher parce qu'un hélicoptère ne peut pas être gros.
Un hélicoptère, c'est forcément une petite machine. Vous n'allez pas transporter 200 personnes dans un hélicoptère. Ça n'a absolument aucun sens. Est-ce qu'on a besoin du décollage vertical pour transporter 200 personnes? Réponse, non. Ça n'a aucun sens. Donc l'hélicoptère ne sera jamais un transport de masse. Jamais. À partir de là, c'est fini. Ce qui fait chuter le prix d'un appareil à l'utilisation, c'est qu'il va transporter beaucoup de monde et qu'il va tourner beaucoup. C'est rien d'autre. Un hélicoptère, ça transporte peu de monde et, ma foi, pas souvent. Donc c'est intrinsèque à l'hélicoptère. Intrinsèque. Il y a eu vous savez, le nombre de fois où les gens ont tenté de faire du transport régulier avec un hélicoptère, c'est phénoménal. Ça a toujours foiré, systématiquement. Ça n'a jamais marché. Le seul exemple de transport régulier qui existe, c'est la desserte des plateformes offshore. C'est le seul. Pourquoi? Parce que les pétroliers sont prêts à payer. Voilà. Et ils fournissent le carburant aux compagnies. Voilà. C'est tout. Mais sinon, aucun sens. Aucun sens. Oui, puis ensuite, effectivement, taux de motorisation. Il ne faut pas oublier que la finesse d'un hélicoptère, ça se rapproche de celle d'un fer à repasser quand même. Et le décollage vertical demande énormément de puissance. Un décollage vertical, par rapport à l'avion. C'est monstrueux ce qu'il faut pour décoller verticalement. Donc, ma foi, vous savez, les gens qui imaginent des trucs et puis aller vite, c'est une catastrophe. Hein, entraîner une voilure tournante au-delà de 300 km/h, la puissance monte de manière exponentielle. L'exemple du X-Cube, il est caractéristique. On nous a bassinés pendant des mois avec le X-Cube qui faisait comme ça, machin bidule. Ouais, très bien. Le X-Cube, c'est quoi? C'est un dauphin avec des hélices. Le dauphin, c'est une machine qui vole à 300 km/h en croisière, avec 2 moteurs de 700 chevaux. D'accord? Le X-Cube, il a volé aux environs de 450 km/h. Il a gagné 150 km/h. Dessus, il y a 2 moteurs de 2500 chevaux. Il faut savoir quand même que le X-Cube, il ne fait pas Marseille-Paris d'un bloc. Hein. Et ça consomme beaucoup. Hein. Donc une voilure tournante à haute vitesse, ça ne rime à rien. C'est pas fait pour ça. Voilà. C'est dans le concept. Donc il faut arrêter. Tu rentres ton tramway ? Non, le contrat rotatif, non, il avance moins vite, parce qu'il a une finesse encore pire que les autres. Hein. Ah non, c'est pas un contrat rotatif, ça. Le X-Cube, il n'est pas contrat rotatif. Hein. Ah oui, vous avez vu la puissance qu'il y a derrière? Eh bien, il y a une puissance monstrueuse aussi. Il n'y a pas de mystère. Ah oui, il faut des machines surpuissantes. Donc, ils vont consommer beaucoup. Bon, je crois qu'il faut s'arrêter quand même. Hein. Et en vous remerciant.